merci de l'invitation. Donc, finalement, ce que je vais raconter est tout à fait dans le prolongement de la précédente présentation de Régina Savin. Alors, je commence par un panorama. Moi aussi, j'ai fait des graphiques avec Améco. Donc, c'est pour dire, il y a une espèce de constat, de consensus assez large maintenant, pour dire qu'il y a un problème. En ce sens, enfin, c'est pas forcément un problème, mais que le constat est que la part des salaires dans le revenu national, dans le PIB, a baissé pratiquement dans tous les pays. Donc là, c'est les données Améco. On voit que la France a un peu le même profil que la Belgique en fait, c'est-à-dire un choc pendant la crise du milieu des années 70. Il y a eu une montée de la part salariale assez forte et une redégringolade tout à fait spectaculaire et qui anticipe le mouvement général, mais qui n'est pas forcément très différent. Je ne résiste pas là, c'est un peu compliqué, mais c'est des sources officielles, c'est les dernières perspectives de l'emploi de l'OCDE, dont j'ai tiré le graphique avec leurs propres données. Donc à gauche, vous avez tous les pays où la part salariale a reculé. En gros, le début des années 90 et puis 2009, enfin, les années peuvent varier un peu, mais disons avant la crise, plutôt avant la crise, il n'y a que 4 pays qui font exception, l'Islande, la République tchèque, le Danemark et la Grèce, mais globalement, on a un mouvement qui ne fait pas de doute. Donc la vraie question, c'est de savoir quelles sont les implications de ce mouvement, ses raisons, ses effets éventuels dans un sens ou dans l'autre sur la crise. Donc là, c'est un peu pareil, c'est l'idée que ce mouvement-là correspond, c'est au niveau de l'Union européenne, au fait que le salaire réel décroche par rapport à la progression de la productivité du travail, c'est-à-dire la courbe du haut, et l'écart jaune, c'est la baisse de la part salariale. Alors, ce que j'ai fait, c'est, parmi les explications qui sont données de ce mouvement de baisse de la part salariale, on a eu plusieurs études, une de la Commission européenne, une du FMI, et récemment dans les perspectives de l'emploi de l'OCDE, qui cherchent à expliquer ça. Donc il y a deux grandes explications. Un, c'est des mutations technologiques, c'est-à-dire on utilise plus de capital que de travail, donc c'est normal que la part des salaires baisse. Deux, c'est la mondialisation, il y a une concurrence, et donc les salaires doivent s'adapter à la concurrence mondiale, et c'est pour ça que la part des salaires baisse. Et puis ensuite, comme ça ne suffit pas en général, il y a une ribambelle un peu hétéroclite d'explications qui ont trait avec le prix de l'énergie, les taux d'intérêt, etc. On met tout ça en vrac et puis on essaye d'imputer cette évolution à ces facteurs. Alors, évidemment, tous ces facteurs peuvent jouer, etc. Bon, on va discuter à fond, mais je pense que le grand tort de ces explications, c'est d'oublier quelque chose qui est massif, à savoir le rôle de levier du taux de chômage qui permet de faire basculer d'une logique salariale à une autre au milieu des années 80. Dans la logique antérieure qu'on qualifiait de fordiste, la règle du jeu, c'était que la part salariale est constante, autrement dit que les salaires devaient augmenter comme la productivité du travail. C'était une règle qui était même quelquefois dans certains contrats de progrès pour des entreprises publiques françaises qui était quasiment écrit avec une équation qui déterminait la progression du salaire. La règle qui s'instaure ensuite, c'est une règle de déconnexion, en somme, de la progression du salaire réel par rapport au gain de productivité. C'est-à-dire l'idée qu'en gros, et ça se reflète dans les revendications, la manière les revendications salariales, c'est-à-dire avant, dans les années 70, etc., la revendication salariale était évidemment de compenser l'inflation, mais en plus d'avoir une progression proportionnelle au gain de productivité. Ensuite, la revendication salariale, c'est devenu, en gros, si le pouvoir d'achat est maintenu, s'il progresse un peu, c'est pas si mal. Et la bascule, à mon avis, d'une norme salariale à une autre, c'est la variable qui permet de mesurer, disons, de quantifier un peu ce rapport de force, c'est le taux de chômage. Donc là, bon, c'est un peu technique, mais c'est une espèce d'économétrie de la parcimonie
qui consiste à expliquer le challenge, comme on dit maintenant, c'est d'expliquer la part des salaires, ces variations, donc c'est la variable qui est à expliquer, avec le moins de variables possibles. Et donc là, il y a un terme qui est le produit du taux de chômage par le taux de progression de la productivité, et qui permet de rendre compte pas mal enfin, on pourrait le mettre sous des formes différentes, on prend les grandes inflexions. Et donc l'idée, c'est la suivante, dans cette formulation très ramassée, il y a des gains de productivité, ils sont répercutés ou non sur le salaire réel, et le degré de répercussion dépend du taux de chômage. Bon, et ça marche très bien, ça ne marche pas parfaitement, mais les coefficients, les petits trucs entre parenthèses sous les coefficients, les T-students, montrent que c'est très significatif. Donc on valide, ça ne veut pas dire que la théorie est vraie, mais ça veut dire qu'elle n'est pas fausse. Ensuite, bon là je reprends des éléments qui étaient déjà présentés, je vais passer assez vite, c'est-à-dire on a rétabli le taux de marge, c'est-à-dire en baissant la part des salaires, c'est le complément 1. On s'aperçoit qu'on n'investit pas plus, c'est la deuxième courbe, et la différence entre les deux, moi je fais la différence, je produis le rapport, c'est ce qu'on appelle tous les deux taux de financiarisation, et c'est quelque chose qui a monté. Donc, alors là souvent j'essaye de voir si c'est un phénomène global, donc on retrouve la même idée au niveau de la triade, donc somme États-Unis, Europe, Japon, donc en pondérant par la taille des pays, et on voit là aussi que la courbe du haut remonte, le taux de profit, et en bas le taux d'accumulation qui est la vitesse de croissance du capital investi, fixe, ralenti. Et entre les deux, il y a l'écart se creuse. Et on voit bien d'ailleurs, avant les années 80, les deux courbes, et d'ailleurs c'était la même chose sur le graphique pour la Belgique, les deux courbes sont assez parallèles. On avait un fonctionnement de capitalisme, quand il fait du profit, il investit, quand il fait moins de profit, il investit moins. Dans la seconde partie, quand l'écart se creuse, on a un capitaliste qui fait du profit, mais il n'investit pas. Donc il distribue des dividendes. Alors là, c'est très difficile, il y a quelque chose qui est assez étonnant. Dans les statistiques où on irait chercher ce genre de statistiques, c'est-à-dire Eurostat, il n'y a rien sur la distribution qui permet d'isoler la distribution de dividendes. Donc il faut aller dans les comptabilités nationales, et là on s'aperçoit que les niveaux sont un peu étonnants, c'est pour ça qu'il y a plusieurs échelles. Mais le mouvement, en tout cas à la hausse, est tout à fait impressionnant. Et pour citer un chiffre que j'ai en tête et que je trouve frappant, au début des années 80 en France, les dividendes nets versés par les entreprises non financières, c'est-à-dire nets parce qu'elles en reçoivent aussi, donc il faut faire la différence entre ce qu'elles versent et ce qu'elles reçoivent elles-mêmes puisqu'elles ont des actifs financiers, représentaient 4% de ce qu'elles versaient en salaire, y compris cotisation sociale, masse salariale, enfin tout compris. Aujourd'hui, c'est 13%. Donc ça veut dire 13%, bon, si je veux dire, c'est un septième, c'est-à-dire que les salariés travaillent un jour sur 7 pour les actionnaires, alors qu'avant c'était beaucoup moins. Bon, vous faites la différence entre 4 et 13, c'est 9%, donc ça veut dire qu'il y a 9% de la masse salariale qui est passée des salaires aux actionnaires. C'est tout à fait considérable. Et alors là, on peut s'amuser à faire des corrélations et reprendre le taux de financiarisation tel qu'il était défini. Ça, c'est au niveau de l'Union européenne. On retrouve la même chose sur la France et le taux de chômage. Et c'est l'idée que c'est les deux versants, c'est les deux faces d'une même médaille, si on peut dire. D'un côté, on ne redistribue plus les gains de productivité aux salariés, et notamment, une manière de les redistribuer, c'est de faire la réduction du temps de travail et donc de créer des emplois, et donc on crée du chômage. D'une certaine manière, la leçon de ce graphique, c'est de dire le chômage, c'est la contrepartie de ce transfert de ressources vers les actionnaires. Et si c'est vrai, si c'est comme ça qu'il faut interpréter, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas faire baisser le chômage sans remettre en cause ce transfert et donc opérer un contre-transfert. Alors là, je rentre, c'est une partie
c'est une partie qui reprend un travail en cours sur la responsabilité supposée des salaires dans la crise et des dettes, la crise intra-européenne, et notamment en ce qui concerne les pays dits du Sud, qui auraient laissé filer leurs salaires et donc auraient perdu en compétitivité et donc seraient dans une crise dont ils seraient responsables à cause de la mauvaise gestion, disons, de leur répartition des revenus vis-à-vis des salaires. Donc cette thèse-là, elle est implicite, y compris au niveau de la Commission européenne, parce qu'on voit apparaître, et ça c'est important dans les nouveaux dispositifs qui sont mis en place, on voit apparaître quelque chose qui était jusque-là supposé plus ou moins être à la charge des différents gouvernements ou États membres, ou bien qui était réduit à des recommandations sur le salaire indirect, c'est-à-dire les cotisations sociales, la santé, le financement de la protection sociale. Ce qui est nouveau, c'est que dans les batteries d'indicateurs qui sont supposés être des indicateurs de déséquilibre macroéconomique au niveau européen, on voit apparaître le coût salarial unitaire comme possible indicateur de déséquilibre et donc de mauvaise gestion de l'économie. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, parce que officiellement, les salaires étaient, la gestion des salaires était une prérogative nationale sur laquelle les institutions européennes, les traités n'avaient rien à dire. Avec cette batterie d'indicateurs qui ensuite permet de définir les situations où les pays sont dans une situation de déséquilibre macroéconomique et donc on va leur dire ce qu'il faut faire pour le réguler. Cette présence du salaire en tant que tel est quelque chose de nouveau et qui, à mon avis, disons, repose sur une théorie qui est tout à fait fausse et qui n'est pas complètement formulée en positif, mais de manière indirecte. Alors, comment on peut démonter cette théorie? Donc, je prends le cas de la Grèce, qui est supposé le pays le plus irresponsable de tous les pays, en ayant laissé filer des salaires, et donc en étant d'une certaine manière puni, en perdant la compétitivité, mais puni pour quelque chose dont ils étaient coupables. Donc, alors la décomposition là, vous avez en haut le coût salarial unitaire, c'est comparé par rapport à la moyenne de la zone euro. Hein. Donc ça augmente plus vite que la zone euro. Ce coût salarial unitaire, c'est le coût salarial par unité produite qui tient à la fois compte du salaire qu'on verse en euros, donc c'est comparable, il n'y a pas de problème de taux de change pour comparer. Et puis on compare ça à la productivité, donc c'est en gros le coût salarial dans une unité de production, dans une unité de PIB. Hein, donc c'est ce qui permet de comparer d'un pays à l'autre pour tenir compte du fait que des pays qui payent de salaires, qui les augmentent, ont fait des gains de productivité qui justifient et qui compensent cette hausse de salaire. Et c'est souvent la base sur laquelle on définit la compétitivité coût. Hein, on compare, parce qu'il y a d'autres éléments, la compétitivité se fait vraiment en fait sur les prix, mais c'est la base des salaires. Bon. Et alors, l'idée là de ce graphique, c'est qu'en fait, c'est pas la part des salaires en bas est à peu près plate. C'est-à-dire que la Grèce, alors ça dépend un peu de la période, etc., mais sur la période pré-crise, la Grèce n'a pas eu de dérive salariale au sens où le salaire réel n'a pas augmenté plus vite que la productivité. Donc en ce sens-là, il n'y a pas eu de laxisme ou de dérive salariale. Ce qui se passe, et alors il y a pas mal d'études qui prennent cet angle-là, ce qui se passe, c'est que les prix ont augmenté plus vite et que la grande partie, on le retrouve dans pratiquement tous les pays européens, les pays qui ont augmenté leur coût salarial unitaire par rapport à la moyenne, c'est pas parce qu'ils ont versé plus de salaire à l'intérieur du pays, mais c'est parce que, disons, le libellé en euros, c'est-à-dire l'indice des prix, a augmenté. Alors il y a tout un débat, parce qu'on peut dire, oui, mais s'il a augmenté, c'est parce qu'il y avait trop des augmentations de salaire, a priori trop fortes, et que ça se terminait en inflation.
Donc, moi, j'essaie de défendre l'idée que c'est des éléments structurels de ces pays et pas forcément un problème d'excès, disons, de demande salariale. Alors, d'ailleurs, alors ensuite, ça c'est un point très important. Il n'y a pas de lien entre les coûts salariaux et les performances à l'exportation. C'est-à-dire que dans la chaîne de raisonnement, les pays du Sud ont trop augmenté leurs salaires, donc ils ont perdu la compétitivité, donc ils ont eu des déficits commerciaux importants. Le deuxième, disons, maillon de la chaîne ne marche pas. Et la Commission européenne le reconnaît elle-même, parce que bon, c'est difficile de faire dire au stade des choses qu'elles ne peuvent pas dire. Je lis, je ne sais pas si c'est écrit suffisamment. En gros, s'il existe une relation entre coûts salariaux unitaires et performance à l'exportation, elle est faible et du second ordre par rapport à la dégradation de la balance commerciale, et donc ceux-ci, c'est-à-dire les coûts salariaux, ne peuvent en être la cause. Donc c'est très clair. Et alors le graphique, en général, ces graphiques, on essaye de faire apparaître des corrélations. Celui-là est intéressant parce qu'on voit que la corrélation est à peu près nulle. Donc, donc en abscisse, en bas, vous avez le coût salarié unitaire dans l'industrie, ce qui est le plus représentatif de la compétitivité, puisque le commerce, c'est principalement de l'industrie. Et puis, en haut, enfin en ordonnée, vous avez la croissance des exportations sur les 10 ans avant l'ouverture de la crise, 97-2007. Alors, le petit rectangle ici au milieu vous montre le fait que c'est vraiment pas explicatif. À droite, vous avez la Grèce et l'Espagne qui effectivement ont augmenté leur coût salarial plus vite que la moyenne européenne, qui est à 100 au milieu. À gauche, vous avez l'Autriche et l'Allemagne qui, au contraire, ont baissé leur coût salarial par rapport à la moyenne européenne. Mais ils sont à peu près horizontalement au même point. Ça veut dire qu'ils ont exporté autant, que leurs exportations ont progressé autant sur la période. Et donc, par conséquent, il y a ces deux cas. On ne peut pas dire, voilà, les pays du Sud, et puis il y a une diversité de situations. Et la France se caractérise par une performance vraiment très mauvaise. Alors, la vraie explication, en fait, je ne sais pas si je l'ai pas mis, mais la vraie explication, et il y a des études qui commencent à sortir sur cette question, c'est que, en fait, c'est de l'autre côté que ça se passe. Les pays du Sud ont, avec du rattrapage, une croissance importante de la demande intérieure, ont plus importé. Et c'est du côté des importations, et donc du côté des effets de volume, si on veut, qu'il y a eu dégradation de la balance commerciale. Et l'aspect prix, donc salaire, relatif, joue relativement peu sur ces effets-là. Donc là, il y a vraiment un débat d'interprétation des sources de la crise, un qui implicitement rend responsable les salaires, ce qui est difficile à soutenir puisque la part des salaires a baissé à peu près partout dans tous les pays, et l'autre qui insiste sur des aspects plus structurels et des différences de structure entre les pays, de rattrapage, d'inflation, des facteurs structurels de l'inflation qui font que, d'une certaine manière, ce qui est en cause, c'est la conception au niveau européen, de la conception européenne elle-même. Alors, donc, un des problèmes, et qui va mettre un des problèmes, disons, de reproduction du système, c'est que vous avez en gros une masse salariale qui baisse, c'est la courbe qui descend, mais la consommation, qui est un élément important de la demande, en proportion du PIB, reste à peu près constante. C'est la courbe plate, enfin horizontale du haut. Donc la question, c'est effectivement la question qui se pose, c'est comment, par quel dispositif des pays où globalement la demande salariale baisse, puisque la part des salaires baisse, assure une continuité en degré, enfin, de la demande qui passe par la consommation. Donc il y a deux réponses. Il y en a une qui est la montée des inégalités. Donc là, on voit le lien assez fonctionnel, si on peut dire. La part des profits qui monte et qui... donc c'est l'inverse de la part des salaires.
Et puis les indicateurs d'inégalité, en l'occurrence c'est 9%, enfin la part de revenu national qui est de 9%, c'est des séries qui ont été constituées sur toute une batterie de pays par Atkinson, Piketty et Sahel, donc c'est une source tout à fait intéressante. Et l'autre c'est le surendettement. Donc là vous avez une autre courbe aussi qui est assez parfaite, vous avez la part des salaires qui baisse, et le taux d'endettement des ménages qui compense. Donc on se met en place un système où la part des salaires baisse, donc a priori la demande des ménages, enfin du côté de la consommation des salariés, va baisser, mais c'est compensé par deux choses, la consommation des riches, qui compense, et puis l'endettement des ménages avec une répartition quelquefois très large, y compris les ménages riches peuvent s'endetter. Donc on a un schéma explicatif de la crise que bon, je décris rapidement en commençant par en haut à gauche, donc la baisse des salaires, hausse des profits, mais l'autre déterminant en haut à droite, c'est le fait qu'il y a peu de lieux d'investissement justifiés, enfin supposés, suffisamment appréciés comme suffisamment rentables. Donc cette hausse des profits et l'absence, enfin la raréfaction des lieux d'investissement rentables conduit au dégagement de capitaux libres. Donc ces capitaux libres, grâce à la déréglementation, vont se résoudre en bulles financières et en consommation des rentiers. Et là, bon, le système boucle d'une certaine manière parce que ça fait naître, cette financiarisation fait naître en bas à droite des critères, des normes d'hyper-rentabilité qui rétro-agissent, les deux flèches qui partent des deux côtés, sur le fait qu'ils montent l'exigence de rentabilité pour les investissements, donc ils tendent à rendre peu intéressant l'investissement productif, et ils rétroagissent de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils exercent une pression à la baisse sur les salaires. Alors, maintenant je termine pour voir un peu ce qui s'est passé pendant la crise et ce qui risque de se passer, enfin un peu voir les scénarios possibles. Donc là, c'est la comparaison entre, c'est un indicateur, enfin, on prend le taux de croissance du salaire réel avant et pendant les 10 ans avant la crise, et on prend le taux de croissance de ce même salaire réel pendant la crise, disons 2016-2012. Et on fait la différence entre les deux. Donc en gros, vous voyez que dans la majorité des pays, et quelquefois en bas, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, l'Islande, il y a eu un recul très prononcé, mais quelquefois par rapport à des taux de croissance qui étaient élevés. Et puis il n'y a que quelques pays, la Bulgarie, l'Allemagne, l'Espagne, et la moyenne de la zone euro à 12, l'Autriche, etc., où ça ne bouge pas trop. En fait, c'est assez compliqué à analyser parce qu'à l'intérieur même des 5 dernières années, il y a des années, enfin, il y a eu des zigzags, il y a eu un prix à la consommation, etc. Donc, c'est assez compliqué, mais c'est enfin, l'idée qu'il faut retenir de ce schéma, c'est que partout, il y a eu, enfin, la majorité des pays, il y a eu un recul de la croissance des salaires réels. Et toute la question est de savoir maintenant ce qui va se passer. Alors, là, j'ai fait deux scénarios qui concernent le cas français et qui sont le premier est très pessimiste. C'est le taux de marge des entreprises, le complément à 100 de la part des salaires, a baissé. Vous voyez la courbe du haut, au bout de la zone rose, qui fait la période de crise, qui est la situation actuelle, le taux de marge a baissé. Donc je fais l'hypothèse, là j'ai mal délimité les petits carrés, mais les petits rectangles, mais je fais l'hypothèse au-delà que le taux de marge, la courbe du haut, va remonter pour revenir récupérer à peu près la situation d'avant la crise. Et je calcule, en supposant que les dividendes restent en proportion de la même importance, je calcule à rebours, en faisant une hypothèse plutôt optimiste sur les gains de productivité, ce qu'il en est sur le taux de croissance du salaire réel qui est compatible avec ces espèces d'hypothèses de scénario.
Et on s'aperçoit là en bas qu'en gros, il est quasiment à 0, enfin à 0,3, je crois. Bon, l'idée de ces scénarios, c'est pas le chiffre à la virgule près, mais c'est les ordres de grandeur. Donc l'idée, c'est si les entreprises, c'est le cas français, je pense qu'on pourrait faire le même scénario au niveau européen, enfin, avec des différences selon les pays, évidemment, mais si les entreprises veulent retrouver leur taux de marge, il faut qu'elles fassent descendre la part des salaires, et ça suppose en fait un gel du salaire réel. Alors il y a un scénario alternatif qui est assez rigoureux, en fait, bien que ça ne se voit pas, enfin, avec des échelles ça se voit moins. C'est l'idée, on garde la part des salaires telle qu'elle est aujourd'hui, on la maintient, donc la courbe du haut, le taux de marge de l'entreprise, est horizontale aussi. En revanche, on va faire jouer sur la part des dividendes, et donc on voit en bas que l'hypothèse du bas, c'est que cette part des dividendes retrouve en 2016 son niveau du début des années 2000, un niveau plus raisonnable de l'ordre de 4%. Donc cette baisse de la part des dividendes permet d'augmenter le taux de marge des entreprises hors dividende, c'est-à-dire la courbe intermédiaire qui se met à remonter et à retrouver à peu près son niveau. Donc le raisonnement, c'est de dire, c'est le taux de marge qui permet aux entreprises d'innover, d'investir, etc. Donc c'est le bon profit, entre guillemets, qui va à l'investissement. Donc il pourrait être établi si les entreprises payaient moins de dividendes. C'est un scénario qui n'a de chance, enfin qui a peu de chance de se réaliser, parce qu'il suppose une pression, une modification de rapport de force, donc on ne va pas venir beaucoup là-dedans. Alors je termine, je pense, par ce schéma, qui est que je crois qu'on est entré dans une période où de toute manière, la question numéro 1 est la répartition des revenus sans compter sur du grain à moudre lié à la croissance et notamment à la croissance des gains de productivité. Alors j'explique le schéma. Là. Il y a une courbe qui est un peu dessinée, de manière très je veux dire, très schématique, mais qui est l'idée, à long terme, il y a une baisse des gains de productivité du travail. Bon. Et on est proche de... Alors évidemment, ça fluctue parce qu'il y a un aspect cyclique, etc. Mais en gros, dans les années, dans les 30 glorieuses, on avait 4 ou 5% de gains de productivité sur l'ensemble de l'économie. Aujourd'hui, on est à 1%, c'est plus dans l'industrie, mais comme compte tenu de la part des services, globalement, on n'est qu'à 1%. Donc, tout ce, je veux dire, et le salaire réel, d'une certaine manière, est aujourd'hui à peu près, enfin, était avant la crise autour de 1%. Donc, il n'y a plus grand-chose à discuter, quoi. Je veux dire, donc l'idée d'adieu définitif au Fordisme, c'est qu'on est au Fordisme à un degré presque zéro, peu de productivité, peu de salaire, et donc peu de moyens disons, de compter sur une croissance qui, de toute façon, à terme, se fait sans beaucoup de gains de productivité. Et donc la question clé, maintenant, c'est plutôt de se dire, on est dans une espèce d'état quasi stationnaire, et la question numéro 1, c'est la répartition des revenus. C'est-à-dire l'idée de dire, on va relancer la croissance, et vous verrez, il y aura du grain à moudre, on pourra modifier, etc. À mon avis, c'est une idée qui est assez définitivement fermée. Et donc, effectivement, l'idée clé, c'est la répartition des revenus, notamment la part très grande, et je pense que c'est là-dessus qu'on va travailler plus que sur la part des salaires, c'est la part des actionnaires. Et sachant qu'en plus, il y a un argument de viabilité, disons, économique, qui est de dire la part qui revient aux actionnaires, si on la faisait baisser pour augmenter la part des salaires, par exemple, créer des emplois par réduction du temps de travail, augmenter les ressources de la protection sociale, qui sont comptées dans cette part des salaires, et augmenter les salaires tout court, ces trois manières d'augmenter la part des salaires, pour être validées,
sont économiquement par une baisse de la part des dividendes. Dans la mesure où ces dividendes, disons, ne sont pas de l'investissement des entreprises, ils sont justement le profit que les entreprises n'investissent pas. Donc il n'y a pas vraiment de justification économique. Et qu'on pourrait très bien, y compris, ne pas dégrader la compétitivité si c'est vraiment ça le problème. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'on oublie tout le temps, c'est que dans les indicateurs de compétitivité, dans le prix auquel vendent les entreprises, il y a la part des salaires qu'on trouve toujours trop importante et des charges qui grèvent la compétitivité, mais il y a la part de ce qui est versé aux actionnaires. Donc il y a une espèce de dissymétrie, vous n'avez jamais entendu parler de nécessaire modération actionnariale pour assurer la compétitivité. C'est toujours la modération salariale qui est... alors que économiquement, je veux dire, c'est absurde. Je veux dire, dans les éléments de coût, les dividendes jouent aussi, pèsent dans la composition du prix final auquel vendent les entreprises. Donc on a un problème qui est tout à fait clé et qui fait qu'on a un épuisement probablement de la logique fordiste et du retour à la croissance comme moyen de dégager des marges de manœuvre. Merci.